Les passionnés parlent aux passionnés, j'ai envie de dire le coup tordu, podcast de vélo, podcast de cyclisme, le 241e épisode du coup tordu. Comment ça fait plaisir de vous retrouver. On se retrouve pour la grande preview du Tour de Provence 2025. Je le dis, déjà je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, bien évidemment, mais cette épreuve est autorisée en France. Cette épreuve est autorisée par l'ANJ, voilà, donc pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, mais on peut parier, on peut faire du fantasy, on peut faire plein d'autres choses, bien évidemment. Mais c'est pas tout. On va parler bien évidemment de l'actualité vélo dans ce 241e épisode du coup tordu, et il y a énormément de choses. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier épisode. Et pour cet épisode du coup tordu, Monsieur Thibaut est dans la place, alias Latib. Comment va mon Thibaut ? Ça va très bien, et je dois t'avouer que pour cet épisode, je compte bien faire mon raton pour honorer le pseudonyme de notre invité. Oh, voilà, tu l'as bien introduit dans le podcast. Alors voilà, certains le connaissent sur son compte Instagram, sur YouTube également. Il a lancé une émission dont on va parler bien évidemment, qui s'appelle la zone mixte, et c'est sa première avec nous dans le coup tordu, et je suis super content de l'accueillir, le Ratagaz alias Samuel dans la place. Bienvenue dans le coup tordu, Samuel. Salut les gars, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ah bah ouais, bah nous aussi, on est méga content de t'accueillir. Alors il y en a qui t'ont connu avant de t'appeler le Ratagaz, t'étais connu dans la communauté cycliste avec un autre nom. Exactement, je m'appelais le cycliste, comme le clic du coup de la souris d'ordinateur, et iste pour la fin de cycliste, voilà. Mais bon, voilà, il faut se justifier à chaque fois que j'employais, expliquer pourquoi j'avais choisi ce nom. Donc avec mes amis, avec ma famille, mes proches, on s'est dit que c'était peut-être pas mal de changer et de prendre un nom un peu plus passe-partout entre guillemets, et surtout qui parle un peu plus de vélo et qui est moins compliqué à comprendre. Donc le Ratagaz, t'es essentiellement sur Instagram, t'as un petit peu plus de 4500 abonnés, et puis t'as ta chaîne YouTube également, le Ratagaz, où toi aussi t'as lancé un podcast il y a quelques semaines avec un concept un petit peu particulier, Samuel. Exactement, j'ai envie de dire, je m'inspire des meilleurs, de vous, parce que vous faites partie, voilà, de mes inspirations. Il n'y a pas que vous, il y a aussi Zach en roue libre, pour ne pas citer le plus célèbre, mais on pourrait aussi parler du podcast Cassette, qui a été créé par Direct Vélo, Vélops, donc avec Patrick Chassé, Pierre Carré, et il y a aussi le Club des 5. Bon là c'est plus, ça tourne autour du football, mais voilà, en fait je suis fan de la carrière des sportifs en soi. Donc c'est pour ça que j'écoute énormément ces émissions dont je viens de citer le nom, et je me suis dit, maintenant j'en avais l'opportunité, pourquoi pas moi aussi franchir le pas, et voilà, et mettre ma petite pierre à l'édifice, et surtout me régaler, prendre du plaisir à interviewer des cyclistes qui font ou qui ont fait la gloire du cyclisme français. Voilà. T'as eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil, un petit coup d'oreille, Thibaut ? Oui, évidemment. Que crois-tu ? Ah oui, je sais bien, Thibaut. Je sais bien. Et sur ce que tu fais, on va dire que je trouve que tu m'avais un petit peu expliqué le projet, parce que ça fait quelques semaines maintenant qu'on discute par message sur les réseaux sociaux. Donc effectivement, ceux qui connaissent Zach Nani, donc en roue libre, où il interviewe d'anciens footballeurs, où il déballe un petit peu les vieilles histoires, les dossiers. Et c'est vrai que ramener ce concept-là au vélo, c'est le truc, il est infini. On l'a un petit peu fait nous aussi avec Eric Boyer. Alors voilà, on reste plus dans l'actualité vélo, dans les previews de course, mais de temps en temps, nous aussi, voilà, une petite légende de temps à autre. Mais c'est vrai que axé entièrement là-dessus, c'est infini. Donc là, t'en es à ton 4e épisode, c'est ça ? C'est ça, exactement. J'ai fait 4 épisodes. Après, il y en a un, on va dire, c'est un petit peu un hors-série avec Nicolas Prodhomme, qui est surtout venu pour parler de sa précédente saison, la saison 2024. Mais on a pris le temps de la détailler. Et donc, ce qui fait que ça fait un épisode, de à peu près une quarantaine de minutes. Donc, on a bien pris le temps de parler. Moi, c'est ce que j'aime, c'est prendre le temps de parler, d'expliquer, revenir sur certains petits détails. Voilà, on a tout le temps devant nous.
Bon, ah ouais, donc il y a eu Julien Simon, Stéphane Rossetto, Nicolas Prudhomme, et le dernier avec un coureur que j'adore. Bon, j'aime bien les trois autres aussi, hein, mais un coureur que j'aime beaucoup, c'est ancien coureur, donc Kevin Reza. Alors j'ai écouté l'épisode hier soir en me couchant. Vous avez bien discuté, hein, quand même, à plus de 2h15 d'émission, sans me spoil. Alors moi je suis arrivé au moment où voilà, il parlait de son enfance, ses premiers contrats professionnels, où voilà, c'était un petit peu un aboutissement pour la famille. Voilà, je ne spoil pas tout, bien évidemment. Est-ce que tu lui as parlé de Gianni Moscone? Bien sûr, bien entendu. C'était un passage obligatoire parce que c'est aussi quelque chose qui fait partie de sa carrière et que voilà, on parle des bons mais aussi des mauvais moments. C'était un très mauvais moment pour lui. Il en a parlé, bien entendu. Mais après, encore une fois, comme on en a conclu tous les deux, ce n'est pas à lui d'avoir honte. La honte. Alors attends, Samuel. Non, les gens vont aller écouter d'eux-mêmes et moi aussi, c'est ce que je vais faire. Bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, je ne spoile pas. C'est juste que parce qu'il y a une belle petite anecdote à raconter justement par Kevin à propos de ça. Je ne la raconte pas. Mais on en a conclu tous les deux, voilà, que la honte n'était absolument pas de son côté. Ah bah oui, alors là ici ouais, là évidemment j'espère que personne n'en doute, hein, bien évidemment. Donc le Ratagaz, la chaîne sur YouTube, ton compte Instagram, bien évidemment. Voilà Kevin qui est revenu aussi un petit peu sur ses activités de consultant, comment ça s'est passé à l'équipe. Non, vraiment très sympa. J'ai écouté la première moitié, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller vous abonner. Maintenant Samuel, il y a quand même un truc que réclame le peuple. Samuel, c'est que voilà, ton podcast est disponible sur YouTube, c'est bien ça? Exactement. Voilà, et comme la plupart des gens qui nous écoutent actuellement, qui écoutent le coup tordu, je sais que voilà, vous êtes 9 sur 10 à nous écouter en bagnole, sur les applis de podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. Moi, je trouve que ton podcast, il est vraiment parfait pour les plateformes audio et pour les plateformes de podcast, tout seul sur la route, les autoroutes, les embouteillages. À écouter ça, voilà, c'est ce que le peuple réclame maintenant. Mais c'est vrai, t'as été parmi les premiers à me souffler l'idée et il faut que je le fasse. Oui, il faut que je le fasse. Il faut que, après surtout que je m'améliore un petit peu, on va dire, en technique pour voir comment et peut-être me faire une première écoute de voir comment on pourrait sortir le son sur les applis de podcast, parce que j'avoue que c'est un petit peu un saut dans l'inconnu, mais de toute façon c'est forcément au programme, et si c'est pas dans les semaines à venir, ce sera vraiment incessamment sous peu, quoi. Je compte y passer, voilà, c'est sûr et certain. Bon, bah on va suivre tout ça. Tu peux nous spoiler un petit peu le prochain invité, ou c'est encore je suis en pourparlers, voilà, avec deux cyclistes que j'ai eu l'occasion deux anciens cyclistes, pardon, que j'ai pu rencontrer du coup sur l'étoile de Bessèges. Le premier c'est Luc Leblanc. Très bon, très bon, qui vient de sortir son livre d'ailleurs, que j'en ai lu la moitié. Je vous conseille de le lire. Ouais, franchement, pareil, j'en suis à peu près à la moitié. Je veux l'avoir terminé pour pouvoir, bien entendu, écrire la trame du podcast et pouvoir discuter avec lui. Et après, le second, c'est avec Cédric Pinault. D'accord, et très bien, parfait. Voilà. Parfait. Je sais pas lequel des deux sera en premier, mais voilà, c'est deux personnes avec qui j'ai pu échanger sur l'étoile et qui m'ont dit qu'ils étaient complètement open pour pouvoir parler autour d'un micro, voilà, et expliquer, revenir sur leur carrière et leur vie en soi. Bon, bah on est pressé d'écouter tout ça, Samuel, et puis en plus c'est bien parce que tu nous fais une belle transition. On va attaquer l'actualité vélo avant la grande preview du Tour de Provence. Bon, Thibaut, t'as vu où il était, Samuel, samedi dernier, là, au moment où il y a eu la grève? Évidemment. Bah oui. Que crois-tu? Bah oui, mais oui. Quand même les réseaux, mais oui, hein. Je sais. Samuel, comment tu t'es retrouvé dans la voiture comme ça de la Vandrissel-Roubaix? Eh bien, la veille à l'arrivée de la deuxième étape, donc c'était à Marguerite, dans la banlieue de Nîmes, j'ai sympathisé en fait avec le kiné de l'équipe Vandrissel-Roubaix, et parce qu'en fait j'ai une veste avec le logo du TFC qui est floqué. Et du coup, la veille, on a perdu, éliminé par Guingamp en Coupe de France. Du coup, j'étais à côté du kiné. On n'avait pas forcément échangé jusqu'à ce qu'il voit ma veste et qu'il me demande du coup, qu'est-ce qui vous est arrivé hier soir? Belle déconvenue. Donc, on a parlé foot. On s'est bien entendu, et ce qui fait qu'une fois que les coureurs sont arrivés, que Warren Scholl a levé les bras et que du coup tous les coureurs de la Vandrissel ont été ravitaillés, je suis retourné le voir et j'ai demandé s'il était possible, voilà, tout simplement
de m'incruster un petit peu dans la voiture le lendemain pour voir comment se passe la vie d'un directeur sportif sur une course, parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais eu l'occasion de faire. Et donc on va dire que l'audace a payé, puisque Arnaud Molny, donc le directeur sportif de la Van Gysel-Roubaix, a accepté de me recevoir dès le lendemain matin sur l'étape Bessèges pour voir comment se passe une journée au sein d'une voiture dans une équipe, dans le peloton professionnel. Et j'ai envie de dire, t'as bien choisi ta journée. Ah purée, ouais. Si j'avais su, franchement. Alors, t'as fait un petit résumé sur ton compte Instagram un petit peu de tout ce qui s'est passé. Donc, au moment où il y a cette grève, on va dire, ce mouvement des coureurs, toi t'es dans la voiture. Tu vas tu vas refaire un petit résumé pour les amis auditeurs du Coup Tordu, pour expliquer un petit peu ce que t'as vu et comment t'as vécu le truc de l'intérieur. Ouais, tout à fait. En fait, du coup, on prend le départ aux alentours de midi, comme il est souvent coutume, sur l'étoile, et on se dirige donc vers le premier col. Alors, excusez-moi, j'ai déjà oublié le nom des cols parce qu'il s'en est passé depuis. Thibaut, tu l'as, le nom du premier col? Là, tu me poses. Je te prends un froid là. Bon, c'est pas grave. Le premier col qui passe, ouais. Voilà, exactement. Donc, ça arrive au bout de 3 ou 4 kilomètres de course, je crois. Donc, le col se passe à merveille. On observe les premières attaques dans le peloton, donc fatalement les premiers jeux de micro, je trouve ça super intéressant. On descend le col et dans le petit village juste au-dessous du col, les voitures ralentissent petit à petit. Puis nous on se regarde dans la voiture et Arnaud sourit un peu et la voiture s'arrête et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit quelque chose du style ah purée, ils l'ont fait. Et moi j'ai dit mais de quoi tu parles? Et c'est là qu'en fait il m'explique qu'il y avait depuis la veille un groupe WhatsApp qui avait été créé donc entre les différents coureurs pour entre tous les coureurs quasiment je crois de l'étoile de Bessèges, j'étais une centaine sur le groupe, pour échanger à propos des gros incidents qui se produisent sur la course, donc des voitures sur le circuit, notamment la veille avec la dame du coup qui était arrivée complètement en contresens du peloton, qui a fait tomber certains coureurs, dont Maxime Van Gils qui a dû abandonner. Et donc en fait, tous les coureurs s'étaient donné rendez-vous sur WhatsApp pour échanger à ce propos. Et il était question en fait de si un nouvel incident se produisait, tout simplement de marquer le coup en optant pour un mouvement de protestation. Donc là, pour le coup, ça a été une grève. Et comment dire, on sort de la voiture instantanément quand on voit que tout s'arrête, pour voir s'il n'y a pas déjà le directeur sportif, pour voir s'il n'y a pas de bobo du côté de l'équipe, voilà. Et donc là, j'ai demandé si je pouvais m'aventurer. Il m'a dit oui, donc j'ai compris qu'il allait y en avoir pour un petit moment. Et donc je m'avance vers le peloton et de fil en aiguille, j'arrive devant le peloton. J'échange avec certains coureurs, Paul Magnier, Nicolas Prodhomme pour ne pas les citer, qui expliquent en fait tout ce qui s'est passé. Donc voilà, qu'une voiture a déboulé à 30 mètres devant le peloton, que les premiers en fait dans le peloton ont vraiment pris peur. Franchement, c'est pas du pipeau, vraiment on voyait la peur dans le regard de certains, quoi. Je veux dire, voilà, comme quand peut-être il y a une vie en jeu. Et ce qui était paradoxal, c'est que ceux qui étaient, on va dire, plus au milieu ou au fond du peloton n'ont quasiment rien vu. J'ai échangé avec d'autres coureurs qui, eux, se demandaient ce qui s'était passé. Et c'est pour ça que le mouvement a pris aussi autant de temps, les discussions ont pris autant de temps, parce qu'il y avait pas de version différente, on va dire, mais il y avait des gens qui avaient vu et d'autres qui n'avaient pas vu. Donc c'est difficile, je pense, de discuter quand tout le monde n'a pas forcément la même version, quand tout le monde n'a pas vu forcément les mêmes choses, mais la plupart quand même des coureurs étaient assez d'accord sur le fait qu'il s'était passé quelque chose de grave et de potentiellement très très dangereux. Alors ensuite les discussions s'enchaînent. Bon, tu l'as raconté au départ, il parlait d'aller faire une réunion dans le village d'à côté. Finalement tout le monde est un petit peu resté sur place. Il y a d'ailleurs aussi Benjamin Thomas qui a expliqué un petit peu lui sa version des faits dans Grand Plateau. Il faisait partie des 3 représentants des coureurs qui devaient aller discuter avec l'organisation, avec les commissaires de course pour savoir un petit peu ce qui allait se passer par la suite. Est-ce que tu as senti toi à ce moment-là que on va dire le peloton était un petit peu scindé en deux entre ceux qui voulaient partir, ceux qui voulaient rester, ou ils étaient vraiment à la mainmise des directeurs sportifs? Non, il y avait un peu des sons de cloche qui venaient de partout en fait, parce que certains, comme je disais en fait, ceux qui avaient vu, on va dire vraiment de très près, étaient vraiment avaient pas envie de repartir, quoi, voilà. Et d'autres, au contraire, ne comprenaient pas forcément. Donc en fait, c'était vraiment, il n'y avait pas une seule et même voix, on va dire, qui parlait, une seule et même
voie dans laquelle se diriger. Donc c'est pour ça que c'était vraiment particulier. Après, j'ai pas écouté exactement ce qui s'est dit lors de la réunion, parce que j'étais aussi auprès de l'équipe, parce que si ça repartait, il fallait que je sois dans les parages pour ne pas louper le départ. Donc c'est vrai que c'était particulier, on va dire. Comme je l'ai dit dans la vidéo, chacun défendait un peu son bout de gras, tant l'organisation qui avait son mot à dire, tant certains coureurs qui voulaient pas repartir, d'autres qui voulaient repartir. Mais toujours est-il que ça a été vraiment un beau bordel, dans le sens où je pense qu'il y a plusieurs décisions qui ont été prises et surtout qui se sont succédées en fait. Au départ, on a cru que ça repartirait pas. Au départ, ensuite, on a cru qu'il y aurait bien peut-être simplement comme il y a 2 ans, quand il y avait eu une chute sur un pont, l'étape avait été neutralisée. Du coup, le peloton avait rallié l'arrivée tranquillement, sans se faire la course. Et puis en fait, au dernier moment, on nous annonce que la course va repartir et tout petit peu de temps après, on comprend du coup qu'en fait, certains ont choisi de repartir et pas d'autres. Et voilà comment ça se conclut en fait. C'était vraiment, ça doit se ressentir dans mes propos, mais il y avait beaucoup, on va dire, pas d'incohérence, mais beaucoup d'incompréhension par rapport à ce qui se passait, parce que aucun recul sur la situation en fait. Et dans tous les cas de figure, après, nous, on n'avait rien à dire. C'est le choix des coureurs et encore une fois, tous les choix qui ont été dictés par toutes les équipes, je peux très bien les comprendre, franchement, parce que c'était, encore une fois, j'ai vraiment vu de la peur sur certains visages, quoi. Donc, je comprends toutes les décisions, pour être honnête. Dans la décision de repartir, certains ont dit que, en gros, les grosses équipes sont parties parce qu'elles pouvaient se le permettre, et que, on va dire, les équipes de moins grosses, les plus petites équipes, sont restées parce qu'elles ne pouvaient pas se le permettre. Et en gros, c'est un petit peu ce qui avait joué dans la décision de continuer ou pas. Est-ce que toi, sur place, c'est quelque chose que tu as ressenti ou dans cette décision de continuer, ou c'était vraiment l'aspect sécurité qui a primé? Pas nécessairement, je pense. J'ai pas forcément ressenti ça sur le moment. Donc oui, effectivement, quand on a vu les équipes repartir, c'était essentiellement on va dire les plus modestes. Enfin, certaines des plus modestes. On va pas dire que la Groupama FDJ est une équipe modeste, mais non. Après, sinon, j'ai l'impression que c'est vraiment l'aspect sécurité qui a primé pour les autres équipes, hein. Perso, voilà, c'est ce que j'en ai ressenti sur le moment. Et après, je pense aussi peut-être que c'est compliqué à dire. C'est vraiment compliqué à dire. Je pense que l'aspect sécurité a vraiment primé. Et que voilà, ça a été peut-être que c'est le hasard qui a fait que du coup toutes les grosses équipes ne sont pas reparties. Mais c'est compliqué à dire. C'est très compliqué à dire, je pense. Ça t'inspire quoi tout ça, toi, Thibaut? Non, moi je dirais que la décision des grosses équipes a été facilitée peut-être potentiellement, oui, par leur situation confortable en termes de points. Mais tu vois, par exemple, une équipe comme une UNOX, elle se bat pour la montée, elle est dans les cordes, on va dire, pour la montée. Et pourtant, elle a pris cette décision de partir. Et pareil, il y a des petites équipes qui sont beaucoup plus modestes, qui, elles, ne jouent absolument pas la montée et qui ont décidé de rester. Alors que, en termes, par exemple, de points, elles, ce qu'elles y gagnent, ça ne change littéralement rien à leur vie. Donc, non, c'est plutôt l'aspect sécuritaire qui a primé du côté des grosses équipes et malheureusement pour un organisateur, la Falux tombe sur l'étoile de Bessèges, mais néanmoins on peut quand même se poser la question, puisque c'est des incidents qui sont déjà arrivés sur des courses d'une importance, on va dire, beaucoup plus je dis important, ça va être redondant, tu vois. Ouais. Mais beaucoup plus haute, ouais. Et j'espère que si l'aspect sécuritaire, qui est une prédominante du côté de la demande des coureurs, du côté des organisateurs, c'est pas respecté sur une grosse course, que l'action des grosses équipes sera la même. Tout à fait. Ah oui. Tout à fait. Il doit plus y avoir d'échelle là. Ensuite, c'est vraiment si si des problèmes aussi graves se produisent sur d'autres courses, que ce soit du Point Pro ou du World Tour, il faut mettre le pied à l'étrier et ne pas hésiter à protester aussi. T'as pu échanger avec des bénévoles ou pas, Samuel?
Non, parce qu'en fait, moi du coup, quand la voiture arrive, la course est finie et se finit à peine. Et en fait, j'avais pas mal de routes, beaucoup de routes. Et puis encore une fois, j'avais pas assez de recul, je pense, pour analyser ce qui s'était passé. Et le lendemain, au départ, une pluie tonitruante. Donc j'avoue que j'ai essentiellement cherché à me réchauffer avec les pieds trempes. Et j'avoue que c'est là maintenant, avec du recul, c'est mon principal regret de pas avoir pu échanger avec des bénévoles, mais je pense qu'ils étaient tous complètement meurtris et surtout abattus de ce qui leur arrivait, parce que vraiment, enfin, il faut le souligner, c'est pas la première fois que j'y vais, moi, sur l'étoile de Bessèges. Par le passé, j'ai eu échangé avec des bénévoles, et vraiment, c'est des crèmes, quoi. C'est vraiment c'est des gens super sympas qui aiment cette course, ils l'aiment vraiment. Ils l'aiment d'amour et ils sont présents, ils font le job. Enfin, je veux dire, on est très bien reçus sur l'étoile de Bessèges, extrêmement bien reçus. D'ailleurs, si la course repart dans les prochaines années, que vous avez l'occasion de pouvoir décrocher une petite accrède, n'hésitez surtout pas. Vous allez voir, vous allez vous régaler. C'est 4-5 jours de bonheur systématiquement. Et les bénévoles, ils sont pour beaucoup. Parce que moi je voudrais réagir sur quelques tweets que j'ai vus qui disent ah là là, qu'est-ce qui se passe sur cette course, c'est un scandale, ceci cela. Il faut comprendre un truc, c'est que moi je voudrais qu'on mette l'accent là-dessus, c'est que les gens qui se déplacent sur les courses, donc ce qu'on appelle les bénévoles, ils sont vraiment bénévoles, c'est-à-dire ils n'ont rien à y gagner. Moi je l'avais fait il y a hyper longtemps, c'était une course à Saint-Chéron dans le 91. Alors on était dans les années 90, à l'époque c'était des cibistes qui avaient des associations, ils faisaient le tour des cibistes, ils prenaient des cibistes dans la voiture, on te filait un gilet orange, tu prenais ta cibi portable et t'assurais la sécurité de cette manière-là. Et puis déjà à l'époque, globalement tu te mets à un carrefour, tu te fais engueuler par des gens parce qu'ils sont pas contents et au mieux, on te paye ton sandwich et ta merguez. Et il paraît que même maintenant, avec les restrictions de budget, voilà, globalement, on ne paye même plus ton pot et ta merguez. Avant, il y avait des petits pots qui étaient organisés pour les bénévoles. Il paraît que ça saute dans pas mal d'endroits. Donc vraiment, tu vas pour sociabiliser, tu vas pour faire une bonne action, mais t'as pas un abattement d'impôt, tu n'y gagnes vraiment rien. Donc pour moi, j'insiste bien là-dessus et je le vois aussi quand je cours, quand je fais des marathons, des runs, des 5 km. Pour moi, ces gens sont des héros. Ils viennent donner de leur temps pour les autres, véritablement pour les autres. Donc faut, je pense, avoir le respect absolu de ça. Maintenant Samuel, dans ta vidéo sur Instagram, donc voilà, t'as parfaitement rappelé les faits et tu conclus en disant et maintenant qu'est-ce qu'on fait, enfin, tu dis quelque chose comme ça et voilà, moi j'aimerais bien t'entendre, on va entendre Thibaut également. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment la question, quoi, parce que est-ce que il faut faire des campagnes de recrutement de bénévoles encore plus grandes, quitte à promettre peut-être des contreparties, parce qu'aujourd'hui, je pense pas que ça touche que le monde du cyclisme. Je pense que même le petit club de foot près de chez vous, si vous allez parler avec le président du club, il vous dira qu'il trouve moins de bénévoles pour aller entraîner, je sais pas moi, les U7, les U11, se libérer le dimanche. Et donc ça, c'est quelque chose de général au sport. Donc est-ce que il faut pas mettre des contreparties? Est-ce que il faudrait pas monter? Je sais plus qui c'est qui l'a dit sur les réseaux sociaux. C'est peut-être Paul, le cycle du temps, donc un compte Instagram qui avait supposé l'idée peut-être de regrouper toutes les courses du 2.1 ou 1.1 sous une même organisation en fait, et qui pourrait en fait se balader de course en course avec des personnes à disposition payées pour se charger de la sécurité, peut-être faire appel justement à des intérimaires qui puissent être réquisitionnés sur une journée pour sécuriser un embranchement. C'est compliqué à dire, j'avoue. Il faut faire quelque chose, parce que c'est sûr que je pense que tant que pour les coureurs que pour le spectacle et pour les organisateurs, c'est pas quelque chose de viable. Mais que faire? C'est vraiment une question un peu vaste. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je suis assez pressé de vous entendre là-dessus aussi. C'est vrai que ça pourrait faire exploser le budget de certaines courses, mais c'est aussi une piste qui est annoncée depuis un petit moment, où certaines personnes avancent que dans un futur proche, il n'y aura plus
que des organisations de courses professionnelles, ultra professionnalisées. Je pense que d'ailleurs, la dame qui organise l'étoile de Bessèges, elle ne gagne rien dans l'histoire non plus. Hein. Ah non. Mais même elle a fait, je crois, un entretien avec la Dépêche du Midi ensuite, Madame Fangil, et elle expliquait qu'en gros, c'était, elle le fait pour honorer la mémoire de son père, donc qui a créé l'étoile de Bessèges. Mais elle disait que ça apportait énormément de stress. Voilà, elle le fait avec plaisir, mais grosso modo, elle disait en gros, si vous gagnez la guerre. Moi j'y peux rien, quoi. Ça va juste m'empêcher d'avoir du stress. Mais elle le fait bien entendu avec plaisir, et ça lui a arraché le cœur de ce qui lui est arrivé. Thibaut, la France t'écoute. J'ai pas de solution miracle, évidemment pas. Mais c'est ce que je disais, par exemple, dans le space l'autre jour que j'ai fait avec Brice et James, c'est que on parle souvent de ces problèmes qui sont différents, mais le cyclisme doit se réformer sur pas mal de plans, et on parle souvent d'un ruissellement vers le bas pour justement ce monde amateur avec ces petites équipes qui ne sont pas rétribuées. Mais pourquoi pas aussi avoir cette forme de ruissellement qui va des grosses organisations vers les petites, et c'est un peu l'idée que mettait en place Adam Onsen dans ses derniers tweets, en parlant justement des grosses organisations qui devraient un peu aider ces petites, notamment via Safer. Et c'est pour moi la meilleure des moins pires de solutions, puisque on a d'autres explications où on dit qu'il faudrait peut-être un peu plus faire de format en circuit. Le format en circuit, c'est très j'ai bien, entendu ça aussi. Mais sur une course par étape, t'as une ville départ, une ville arrivée, et ces villes départ et ces villes arrivées payent l'organisateur. Donc c'est une source de revenus, et quand tu sais que le revenu d'une organisation de course est déjà un long chemin de bataille pour aller chercher le moindre euro, les restreindre un peu dans leur organisation, et surtout restreindre un peu leur manne budgétaire, c'est un peu annoncer leur mort et les guillotiner sur place. Moi, je vais aller au-delà de ce qu'a dit Jérôme Pinault dans Grand Plateau, où il expliquait que globalement, fallait tirer sur personne. On a voulu un petit peu, je trouve, scinder le truc en deux entre les équipes qui sont restées et les équipes qui sont parties. Et là, je vais le citer. Ça reste du vélo. Hein, on n'est pas dans un débat. On parlait de sujets très graves. Mais Patrick Chassé, vous remarquerez quand même que lui, chaque fois qu'il prend la parole et chaque fois qu'il pousse un coup de gueule, quelque part, à chaque fois, et je sais même pas s'il s'en rend compte, mais chaque fois, sous couvert de grands principes, il passe son temps à défendre des intérêts personnels. Je vous le dis, je vous le répète, écoutez-le bien, sous couvert de grands principes, il passe son temps à défendre des intérêts personnels. Il défonce Lenny Martinez qui part à la Bahreïn parce qu'il a du business avec la Groupama FDJ, et là, forcément, il a une course à diffuser, on lui retire 8 des plus grosses équipes. Pour l'audience de sa course, je me mets aussi à sa place. Pour le spectacle, globalement, ça l'emmerde. Donc moi, je pense que c'est une erreur de vouloir dire que ceux qui sont restés sont meilleurs, plus courageux que les autres. Moi, je pense que organisation, coureurs qui sont restés, coureurs qui sont partis, bénévoles, pour moi, tout le monde est dans la même histoire, dans la même aventure. Nous aussi, spectateurs, suiveurs, fans, et que le véritable problème, il est au-dessus. Et je vais donc aller au-delà de ce qu'a dit Jérôme Pinault dans Grand Plateau, parce que pour lui, c'est un problème politique. Et il a raison, les budgets d'organisation de courses, notamment de sécurité, sont en train d'exploser. Chaque année, c'est de pire en pire. Et globalement, on est dans un pays, et je vous le dis, où le sport n'est absolument pas la priorité. C'est-à-dire que nos politiques, les gens qui nous dirigent, pourtant on avait un espoir après Paris 2024, n'en ont absolument rien à foutre. C'est-à-dire qu'ils ont même baissé les budgets du sport. Pourtant, alors là, il y en a qui peuvent se dire, en m'écoutant, oui, mais attends, t'es mignon, le sport c'est que du loisir, il y a des choses plus importantes à gérer. Non, parce que des gens qui font du sport, c'est des gens qui ont un meilleur mental,
c'est des gens qui ont une meilleure santé, qui vivent en meilleure santé, donc c'est des réductions de coûts pour la sécurité sociale, et c'est un investissement à long terme. On a vu ce qu'ont fait les Allemands il y a plusieurs décennies déjà, en partant de la petite enfance et en développant, multipliant les heures de sport à l'école, et voilà, on a vu globalement que dans plein de domaines, les Allemands se démerdaient mieux que nous. Rappelez-vous du podcast quand on a eu Louis-Pierre Frileux. Louis-Pierre, lui, son rêve, c'était d'être prof de PS. Il a fait son premier cours, il s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Il était dégoûté. Donc pourquoi je viens pour moi, c'est un ensemble en fait. Et organiser des courses de vélo professionnelles, c'est aussi des enfants, des gamins qui vont se déplacer. Et puis nous-mêmes, quand on se déplace sur une course, derrière, voilà, je suis sûr que ça vous est arrivé. Vous voyez les sportifs, leur effort, leur machin. Ça nous met une émulation. On rentre à la maison, on a envie de courir, on a envie de bouger, on a envie de faire du sport. On est bien comme après un concert. Donc pour les gens qui nous dirigent, je le redis, ils sont nuls. Voilà, ils sont nuls. Et je vais aller plus loin, c'est que vous tous à l'écoute du coup tordu, enfin pour moi, ça sera un vrai sujet. Dans 2 ans, on a une élection présidentielle et je sais très très attentif à voir s'il y a un candidat qui décide de placer le sport comme priorité nationale. Pour moi, au niveau de la santé, au niveau du mental, au niveau de tout, même au niveau de la nutrition, voilà, il y a des choses qui sont faites maintenant à l'école, mais c'est aussi des choses qui sont hyper importantes. Ça va ensemble, c'est un tout. Et pour moi, véritablement, je pensais qu'après les Jeux Olympiques, ça serait le cas, et là, on nous montre que non. Pour moi, ça doit être une priorité nationale absolue, et on verra. On verra au moment de la présidentielle. Pourquoi pas, pourquoi pas accueillir des représentants de candidats pour en discuter dans le podcast, mais c'est pour moi un sujet important. Et voilà, je vous le dis, on avait failli recevoir, il y en a qui le connaissent, pourtant c'est pas quelqu'un avec qui je partage beaucoup d'opinions politiques, mais je le connais depuis très très longtemps, et voilà, certains qui regardent la télé, ils voient un certain Amin El-Baï, on a failli l'avoir dans le podcast, c'est lui qui devait venir parler de cette histoire de taxation des paris sportifs, on l'aura peut-être aussi à l'occasion. Je sais que c'est un passionné de sport. Voilà, je suis pas d'accord avec lui sur tout, mais voilà, donc pour moi, je le redis encore une fois, c'est un véritable problème politique, et je vous dis, faites-en ce que vous voulez, mais soyez attentifs aussi aux candidats et aux programmes qui vont faire du sport une priorité nationale, parce que pour moi, ça en est une. Après, Ça fait raison. pour en revenir sur le début de tes propos, question pour toi, Samuel. Vous, à la place des coureurs, vous auriez fait quoi? Parce que on le voit actuellement, on a quand même une grogne qui est de plus en plus nombreuse et bruyante sur l'aspect sécuritaire. Bon, les drames, etc. ont fait que on a peut-être un peu plus envie aussi que on soit en sécurité du côté des coureurs. Moi, honnêtement, je vais te le dire, je suis bénévole sur quelques courses, tu le sais, et honnêtement, dans l'état actuel des choses, je pense que malgré le fait que je comprenne tout à fait une organisation, j'aurais été de ceux qui, pour taper du poing sur la table, malheureusement, seraient partis de cette organisation pour marquer le coup. Samuel ? Ouais, oui, non, mais tu as raison. Enfin, après, de toute façon, je pense aussi, on en parle, nous, c'est facile parce qu'on n'était pas sur le vélo à ce moment-là, mais je pense évidemment que si j'avais été à la place d'un des premiers coureurs du peloton, même quelconque coureur du peloton ce jour-là, je pense que si j'avais eu peur pour ma sécurité, je pense évidemment que j'aurais sûrement quitté la course. Oui, je suis totalement d'accord. Moi, je serais resté. Moi, je serais resté, sans réfléchir. Ouais. Mais on parle quand même d'un mouvement de contestation pour essayer de faire bouger les choses. Et malheureusement, voilà. C'est l'étoile de Bessèges qui en pâtit. Mais on en est à un point de ras-le-bol dans le peloton que fallait que ça arrive à un moment, et que malheureusement, ça tombe sur l'étoile de Bessèges, mais ça aurait pu tomber bien sur sûr. une autre course. Et espérons que la Provence se passe bien. Et moi, j'ai des doutes. Bien sûr. Parce que là, tout le monde est chaud, tout le monde est énervé. Donc, Non, ça devrait bien se passer quand même. J'espère. On va pas avoir peur. Et puis après, aussi, je veux juste rajouter que je pense qu'il y a eu tout ce qui s'est passé aussi sur les réseaux sociaux par rapport à cet incident a fait aussi du coup qu'il y a eu une espèce d'escalade de la violence contre l'organisation, alors qu'il faut bien rappeler, l'organisation n'y est pour rien. Si un tocard a décidé de monter dans sa voiture alors que les flics sont passés devant lui, voilà, je veux dire,
il faut aussi en appeler à la responsabilité de chacun et de se dire, alors oui, là sous la vidéo que j'ai fait hier ou avant-hier, pardon, il y a quelqu'un qui a commenté, c'est ça, chaque année, vous commencez à nous casser les couilles. Mais j'y ai pas répondu parce que ça sert à rien je parle pas au con, ça les instruit. Mais il faut. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Elle est pas capable d'attendre 3 minutes que le peloton soit passé avant de bouger de chez elle. Alors oui, peut-être s'il y avait une urgence médicale, mais quand bien même, je veux dire, il y avait 3 minutes à attendre un passage de peloton. On parle pas là, justement, tu en parlais Vincent, que tu fais de la course à pied, on parle pas d'un semi-marathon où du coup la voie est bloquée sur la moitié de la journée parce que ben voilà, il faut que tout le monde passe. Là, on parle d'un peloton professionnel avec les voitures et en avant avant ça le cortège de police. Ça va durer, allez, grand maximum 5 minutes. Il faut arrêter de se foutre de notre gueule en disant que le principal problème, c'est le peloton et tout ce qu'il y a avec. C'est pas du tout ça. Il faut aussi en appeler à la responsabilité de chacun. Oui, et puis on en revient à ça aussi, hein, les bénévoles qui se prennent des gens pas contents, qui se font engueuler. Bah oui. Les maires aussi, hein, qui maintenant freinent de plus en plus à organiser ce genre d'épreuves dans leur ville, parce qu'il y a des gens qui protestent, ils sont pas contents, ils aiment pas ça, ça les gonfle. Donc ouais, tout ça, il y a aussi, mais t'as raison. De toute façon, on le voit. On le voit sur les réseaux, hein. Voilà, les gens sont de plus en plus méchants et tout ça, ça en fait bien évidemment ça en fait partie. Totalement. Le problème politique, mais le problème est sociétal, mais souvent les problèmes sociétaux sont reliés aussi aux problèmes politiques. Ah bah oui, je veux dire, c'est là, tout à l'heure, j'ai dit que les gens qui nous gouvernent, ils sont nuls, mais il y a aussi possibilité d'en mettre des plus nuls encore en place, et là, on n'aura plus rien, hein. Donc voilà, parce que, voilà, pas politiser le truc, mais ceux qui sont favoris pour 2027, je peux vous assurer que le sport, la culture, c'est encore moins leur priorité, hein. C'est vraiment pas, ils sont pas du tout dans ce game-là. Enfin bref, on va passer au tour de Man. Vas-y. Allez, c'est parti. Mais moi là, je suis chaud. On a coup sur coup 2 Français qui battent Yates. Comment veux-tu ne pas s'enflammer? Ah bah ouais, là on est pas mal. Moi je vais attaquer, je vais vous poser une question. Alors c'est vrai, donc Valentin Paré-Peintre qui bat Adam Yates sur la montée de la montagne verte. David Gaudu qui a baladé Adam Yates sur une montée un petit peu plus punchy avant-hier. Alors moi ça me surprend pas, hein, les gros succès de Gaudu. Pour moi Gaudu c'est plus un puncher-grimpeur qu'un grimpeur-puncher. Les grands succès de David Gaudu, on se rappelle d'une étape du Dauphiné où il avait battu Wout van Aert qui avait levé les bras un peu trop tôt, il avait battu je crois Roglic sur un Tour de Romandie. Donc vraiment Gaudu, ses grands succès, c'est sur des ascensions plutôt courtes. Pour moi, il a un profil de coureur vraiment à la Joachim Rodriguez. C'est vraiment exactement les mêmes caractéristiques que Porito. Alors moi, je vais vous poser la question et Samuel, moi je vais te poser la question. On voit que Gaudu a validé un bel hiver. On sait que sa priorité, c'est le Giro. On sait qu'aussi Gaudu, c'est un peu une éponge, hein. C'est un mec, mine de rien, qui est hermétique. Voilà, quand sur les réseaux sociaux, ça cague à droite, à gauche, qu'il est au milieu de politique, on sait que voilà, ça peut l'atteindre, ça peut l'affecter mentalement, même s'il dit l'inverse, on le sait, on le voit, et que ça peut aussi, du coup, freiner ses performances. Est-ce que ça serait pas le moment, Samuel, d'être à fond derrière David Gaudu, de partir sur une véritable hype David Gaudu pour un one time et pourquoi pas aller chercher un podium, voire mieux sur le Giro, d'être à fond derrière lui et d'y croire? Ah mais si, totalement. Moi je suis monté dans le train dès les annonces là de la Groupama FDJ sur qui allait être leader sur quelle course. Ça fait des années qu'il veut faire le Giro. Cette année, il va sur le Giro. Je veux dire, avec la fin de saison, du coup, il termine la saison 2024 dans une vibe extrêmement positive. Derrière ces annonces, moi, ça m'étonne absolument pas qu'il soit remonté à bloc dès la première course de l'année. Et comme tu dis, de toute manière, je pense en plus que là, dans 15 jours, avec les courses, il y a dans les Alpes-Maritimes, entre la Classique Var et ça, je pense qu'il va aller engranger encore de la confiance. Mais pour moi, c'est de très très bon augure pour le Giro à venir. Franchement, alors il faut pas s'enflammer, bien entendu. On va pas s'enflammer parce que pépin peut arriver. Mais moi, je suis dans le train. Je suis vraiment dans le train. Et d'ailleurs, dans un podcast, tu disais limite que tu le voyais potentiellement vainqueur. J'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, pour moi, il fait partie des candidats très 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 crédibles à une médaille, quoi. Franchement, je vais pas me voiler la face. J'y crois dur comme fer, ouais. Thibaut. Je suis du même avis que Samuel. Moi, tu connais mon discours. Ça fait 2 ans
que je tanne que David Gaudu doit s'aligner sur le Giro et être en électron libre, aller chercher un putain de maillot à poids sur le Tour de France. Parce qu'un top 10, oui, d'accord, c'est bien, c'est flatteur pour un grimpeur. On l'a compris dans son discours. Bon, c'est un discours assez aussi politisé au niveau du sponsor, parce qu'il faut un peu les brosser dans le sens du poil. Mais le maillot de meilleur grimpeur, il a une foutue valeur. Et puis si tu vas le chercher, d'autant plus avec les monstres actuels, dans les tablettes, ton nom, il sera gravé. Parce que quand tu fais une 4e place, ok, d'accord, mais qui s'en souviendra dans 20 ans? Alors que dans 30, 40, 50 ans, tu vas chercher un maillot de meilleur grimpeur, Romain Bardet, il y sera toujours. Donc, Anthony Charteau, regarde, on s'en rappelle encore. Hein. Bah oui, on s'en rappelle. Donc, quelque part, ce serait certes une bien maigre récompense, parce que lui, ce qu'il aimerait, c'est un podium, mais il a quand même de meilleures choses à faire du côté du Giro, et même si c'est un coureur beaucoup plus typé Vuelta. Après, au niveau de la météo, le Giro, ça lui convient mieux. Je suis d'accord avec toi, les ascensions de la Vuelta lui conviennent mieux, parce que plus courte, plus dure, plus punchy. Les cols italiens plus longs. Par contre, la météo en Italie, c'est aussi quelque chose qui peut être à son avantage, hein, parce que c'est plutôt un mec, Gaudu, c'est plutôt un mec qui aime le mauvais temps. Mais t'as tout dit Thibaut. Hein. Moi, je me rappelle il les fait encore d'ailleurs, c'est live ou pas sur YouTube? Non. Mais après, il y a un autre point que tu devrais aimer, au-delà du fait que tu vas nous développer ton argumentaire, c'est que Gaudu, on le voit souvent aussi, et notamment dans les années précédentes, briller sur le début et milieu de saison, et c'est peut-être un coureur, c'est à contretemps de certaines grandes stars de cette époque, mais qui a un biorhythme pour cette période. Oui, non, je pense, je pense aussi qu'il est bien dans cette période quand il fait une bonne préparation. Il avait expliqué dans un live YouTube, il y avait quelqu'un qui est un internaute, qui lui disait mais pourquoi tu fais pas l'électron libre, et plutôt que de jouer la 9e place, il disait mais tu te rends pas compte, pour le sponsor, avoir le nom en fait de la marque dans le top 10, le top 10 apparaît sur les télés du monde entier, et c'est quelque chose qui est ultra important. Maintenant, je pense que c'est aussi dans l'intérêt du sponsor et aussi dans l'intérêt de l'équipe, et j'espère que c'est ce travail qu'on est en train de faire à la Groupama. Moi, j'aimerais ils sont en train de le faire, mais qu'on réoriente un petit peu sa carrière. Alors pas exactement comme ils avaient fait avec Thibaut Pinot dès 2017, après des échecs sur le Tour de France où il était parti s'aérer la tête sur le Tour d'Italie. Mais je le redis, pour moi, Gaudu, c'est un vrai profil à la Joachim Rodriguez. C'est-à-dire, on l'a déjà vu perfer sur la Flèche Wallonne. Il a fait un top 3 sur Liège aussi, il me semble. Je crois que l'année où Pogacar avait gagné la première fois. Oui. Il fait top 3. Donc petite pointe de vitesse vraiment redoutable. Donc ça peut être aussi un très très bon classic man. Donc plutôt que de le focaliser comme ça sur le Tour de France, qui est pas automatiquement la course qui lui convient de mieux, en tout cas pour jouer un classement général, encore une fois, lui fixer des objectifs sur les Ardennaises, le Giro ou la Vuelta, et un petit peu étaler sa saison. Encore une fois, pour moi, c'est Porito, pas dans le mental, pas dans c'est pas du tout les mêmes personnages, mais vraiment dans les qualités, ce petit, Lenny Martinez aussi, est un petit peu dans ce profil-là, avec peut-être un punch. Quoi qu'il a un bon petit punch aussi, Lenny, mais voilà, donc pour moi c'est juste que Gaudu, il est fort, il est très fort, on connaît 93 de VMA, c'est voilà une des plus grosses du sport français. C'est juste que peut-être, je dis ça modestement, mais peut-être qu'on n'a pas forcément placé les pions au bon endroit avec lui, et qu'on est en train un petit peu de le replacer sur le calendrier, et je pense que ça peut être un pari gagnant, en tout cas, j'espère. Je lui souhaite en tout cas de ne pas avoir le même niveau en contre-la-montre que Porito. Ouais, oui, mais bon, après ça l'a pas, tu vois, Porito, ça l'a pas empêché de faire une 3e place sur un tour. Ah non. Ah oui, non, bien sûr. Gagner une Vuelta. Ça l'a pas empêché même d'être un des plus grands cyclistes de la dernière décennie. Mais c'est vrai que par exemple, la Vuelta 2015, je pense que si c'était dit qu'il avait forcé un peu plus sur le vélo du chrono, peut-être que ce serait pas Fabio Aru, quoi, tu vois. Oui,
Oui, mais après, si en fin de carrière, Gaudu a voilà le palmarès de Porito, je pense qu'il va. Voilà, ah oui, non, mais bien sûr. Signe direct. Là, il n'y a pas débat. Je pense qu'il signe sans souci. Bien sûr. Puis alors Thibaut, je t'en parlais tout à l'heure dans les messages privés. Alors je vous le dis, hein, le vrai Cyclix, c'est moi, le Footix, l'abruti, l'idiot du village. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et vous pouvez m'insulter, me traiter de tous les noms. Alors comment je suis complètement passé à côté de ce coureur de la Groupama, Thibaut, dont tu m'as déjà parlé, mais alors je sais pas, je rebondissais pas du tout. Tom Donner-White. On en a même parlé en podcast avec un invité. On avait parlé à qui? Un ancien coéquipier, Vincent. Réfléchis. Ouais, quelqu'un de chez Bazin, il me semble. Ouais. Ah bah avec Quentin Bézat. Ah oui. Eh oui. Oui, non, mais je sais pas, pour moi, il était dans la Conti. Enfin, voilà, j'ai lu l'article ce matin dans l'équipe. Je me suis dit, mais comment? En plus, il fait 3 sur le dernier Tour de Grande-Bretagne. Tu sais, en fait, c'est à son nom qui a connotation étrangère. J'ai même pas percuté que ce mec était français. Et je suis, mais j'ai honte de moi. Vraiment, j'ai honte de moi. Comment je suis passé à côté de l'histoire de ce mec-là qui démarre, qui rentre dans le cyclisme professionnel à 24 piges, qui marche. Il nous l'avait expliqué en podcast. Réécoute le passage, tu verras. Ouais, mais il nous le dit que c'est une machine pure. Ouais, oui, mais j'avais pas percuté qu'il avait signé en World Tour à la Groupama, quoi. J'avais localisé le truc, mais pour moi c'était, tu vois, encore un jeune qui se baladait dans les contis, qui était, j'ai pas percuté sur le transfert. Voilà, juste que je reconnais que le cerveau, mais là, vraiment j'ai honte de moi. Voilà, vraiment. Et bon, lui il est incroyable, Thibaut. Ah bah évidemment, c'est une machine de guerre. Le Donnen. Ah ouais. Et crois-moi, on n'a pas fini d'en entendre parler. Ouais, parce que. Je pense pas, non, franchement, ouais. Ça a l'air d'être un sacré gazier. Ouais, parce que ce qui est intéressant avec ces mecs qui arrivent assez tard dans le cyclisme, c'est que un mec qui démarre à 19 ans, bah des fois la marge de progression elle est atteinte à 25, mais un mec qui arrive à 24 ans, un peu à la tonton Roglic, hein. Voilà, vous voyez un peu, je sais pas si. C'est vrai. Voilà, ça décale un peu, ou si on va plus à l'ancienne, Raymond Poulidor, qui gagne Milan-San Remo, qui revient à 25 ans, qui a pas roulé pendant 2 ans parce qu'il revenait de la guerre d'Algérie. Ça fait des mecs qui courent quasiment jusqu'à 40 ans et qui sont frais et qui sont pas cramés. Donc lui on va vraiment vraiment surveiller. Puis bien évidemment, Valentin Paré-Peintre, surprise ou pas pour toi, Samuel? Oh non, pas du tout, absolument pas une surprise. De toute façon, déjà très fort l'an dernier, et en plus, on le sait, les Français qui ont tendance à passer chez Patrick Lefebvre, j'allais dire non, il y est plus, mais chez Soudal, on sait ce que ça donne derrière. Donc voilà, ils l'ont pas recruté par hasard, et la trajectoire semble logique, quoi. Voilà, battre comme ça un Adam Yates un peu à la pédale, voilà, ça, c'est quelque chose de très bien. Peut-être, je m'attendais pas à le voir gagner face à un mec de ce calibre aussitôt, mais disons que gagner face à des grands noms, non, je pense pas que ça soit un scandale, et je pense que c'est quelque chose qui était écrit, quoi. Disons Thibaut qu'il est bien prêt pour aider Remco. Ouais, quand tu vois ses performances de l'an dernier où il sauve littéralement les miches de son leader sur le Giro, oui, tu pouvais quand même espérer des performances égales, si ce n'est supérieures, du côté de la Soudal. Donc la progression, quelque part, elle est cohérente et linéaire. Clairement, oui, y a pas, c'était vraiment très très propre. C'était vraiment très très propre parce que voilà, pareil, je suis pas non plus battre Adam Yates, demi-surprise, mais voilà, le fait qu'il fasse une belle montée et qu'il soit vraiment tout en haut du panier, c'est pas non plus une immense surprise. Après, c'est Remco qui peut s'en réjouir parce que il l'a un peu recruté pour renforcer sa garde rapprochée. Et on va pas se mentir, de tous les cas, on va pas non plus s'enflammer plus que ça au vu de certaines lacunes de Valentin qui sont mine de rien logiques au vu de son gabarit. Après, dans la course au Tour de France, mine de rien, alors même si les UAE ils sont contents, ils ont gagné le Tour d'Oman, mine de rien, ils doivent se dire, parce que Adam Yates c'est le premier lieutenant de Pogačar en montagne. Et là, ils se disent que ils se sont fait taper à la pédale
par le mec qui est sur le papier, qui était pas le premier lieutenant de Remco. Hein. C'était censé être Michael Landa et Valentin on le voyait plutôt deuxième lieutenant, on va dire. Et puis il pouvait y avoir encore match avec du Louis Vervac. Enfin, il y a des mecs bons du côté de la Soudal. Donc mine de rien, alors bien évidemment, ça va pas changer grand-chose à la bataille du Tour de France, mais mine de rien, ça peut mettre un petit grain de sable dans le cerveau des mecs du AE à se dire putain, là le gars qu'ils ont été chercher, il a tapé notre premier lieutenant et bien tapé. Est-ce que dans la préparation, est-ce qu'ils auraient pas été mettre le doigt sur un truc? Voilà, ça peut faire poser 2-3 questions. Oui, tu vois pas ma tête, mais honnêtement. Oui, parce qu'il y a Poggi derrière, voilà, bien sûr. Mais Poggi, tu le mets sans équipe. Un petit grain de sable, tout petit. Oui, ils vont avoir un petit doute, alors que en ce moment, Poggi s'amuse à nous enflammer sur une future participation de Paris-Roubaix. Oui, bah, bien sûr. Valentin Paré-Peintre, ils vont lui faire peur. Peut-être. Non, par contre, ce que tu soulignes là, Vincent, pour moi, c'est aussi ce qui m'apparaît le plus en voyant notamment la recrue de Paré-Peintre, c'est que vraiment Soudal est à un tournant de son histoire. C'est-à-dire que c'était historiquement une équipe de classiques vraiment axée là-dessus, où c'était des razzias chaque année de Loom jusqu'aux dernières classiques des feuilles mortes. C'était vraiment les quick steps qui fonctionnaient. Là, on a clairement un tournant sur un pôle montagne, plus axé sur le classement général. Ça avait commencé depuis 2019 avec l'arrivée, on va dire, d'Evenepoel, mais c'était progressif. Mais là, vraiment, je trouve que ça va sauter aux yeux, je pense, dans les années à venir, que la Soudal n'est plus forcément l'équipe qu'elle était. Elle change son ADN, quoi. Ouais, mais attention au revers de la médaille, parce que Remco arrive sur sa fin de contrat. Et c'est pas dit que Remco parte. Donc est-ce que après on ne va pas regretter ce changement d'ADN si la poule aux œufs d'or quitte le navire? Là, c'est une autre histoire. Hein. Ah oui, totalement. Oui. Oui. Par contre, après, ce sera leur souci à eux. Bon, on bascule sur le Tour de la Provence. Allez, vamos. Allez, c'est parti. T'allais dire un truc, Samuel? Non, je te disais feu, on y va. Allez, feu, on y va. Donc, ce Tour de la Provence, Thibaut, je te laisse la main sur le parcours. On est sur un parcours assez traditionnel où, très clairement, le général va se jouer sur la deuxième étape, l'étape de Manosque. Pourquoi? Parce que tu regardes le profil de la première étape, tu pourrais te dire, ouais, bon, allez, vas-y. Il y a peut-être des options pour essayer de foutre un sacré bordel. Si je t'annonce un vent entre 30 et 40 km/h, 70 en rafale, tu me dis, ouh là là, intéressant, vent de face, jusqu'à l'arrivée. Donc autant te dire que, je pense pas qu'on va avoir de bons gros guerriers. Par contre, on risque d'avoir un sprint qui risque d'être intéressant pour cette première étape, puisque à 900 mètres, on a déjà un petit virage, rétrécissement. Après, la route, ça reste de la 2 voies, mais c'est assez sinueux, sans trop de visuel. Faudra lancer au bon moment, puisque quand tu as un fort vent de face, faudra être costaud. Et puis après, vraiment, l'étape clé, honnêtement, c'est cette deuxième étape, avec cette arrivée de Manosque. Pour le petit détail, tu sais que l'année dernière, on a opéré un petit changement avec un petit raidillon en choisissant une autre rue dans Manosque. On reprend un peu plus l'ancien format en prenant autour, c'est du faubourg Saint-Lazare. Donc on est plus sur le format des 2 années précédentes. Donc un peu moins dur. De quoi? Un petit peu moins dur. Un petit peu moins dur, exactement. Voilà, étape l'année dernière qui avait été remportée par Mats Pedersen. Alors moi je reviens sur cette première étape, Thibaut, qui va de Marseille à Saint-Victorin. Donc tu nous parles de vent de face, donc vent de face sur la phase retour, sur la deuxième partie de la course, mais sur cette première moitié d'étape où on attaque directement d'entrée par la Gineste, on a 3 ascensions successives. On finit à l'Espigoulier,
même si c'est que 5,2% de moyenne, il y a quand même 11 km d'ascension. Donc on va être vent de dos sur cette partie-là, on est bien d'accord, première partie de course. Est-ce que tu penses pas que ça peut être, cette première moitié de course peut aller jusqu'à la côte de Mazoug, située quasiment à la mi-course? Est-ce que tu penses pas que ça peut être très très compliqué à contrôler pour une équipe, pour la Lidl Trek qui vient en logique avec Mats Pedersen? Non, parce qu'en soi, ce sera avant de côté. Est-ce que vraiment la Lidl Trek sera l'équipe qui va vouloir prendre les choses en main? On sait, Mats Pedersen a quitté l'étoile de Bessèges sur maladie, gastro-entérite. Une gastro-entérite, tu perds quand même un peu de liquide, donc t'es un peu plus asséché, on va dire. Donc tu mets un peu plus de temps à récupérer. Donc est-ce que je crois en Mats Pedersen? Est-ce que je crois en ses chances? J'ai un peu plus de doutes sur ça. Ça lui fera des jours de course, mais le voir peut-être un peu plus en difficulté, c'est pas non plus à exclure. Parce que là, si je regarde la start list, Thibaut, des sprinters, j'en vois pas non plus 14 milliards. Penwet pour la Groupama, alors on le met leader, au moins on annonce la couleur. Bennett pour les décathlons. Non. Bennett, il est annoncé sur l'étape 3, mais Godon est annoncé leader pour la décathlon. Donc on va essayer quand même de faire sprinter les deux, on va dire, que Godon ait une bonne place. Mais l'option privilégiée, ce sera Dorian Godon face à Sam Bennett. On a dû Ackermann pour Israël, mais après je vois pas vraiment de. Vandenberg. Ouais. Oui. Mais et puis en regardant le parcours et la start list, c'est le premier nom qui m'est venu, moi, perso. Oui. Ouais. Mais je trouve que ça fait pas énormément d'équipes pour contrôler pour un sprint. Les Israël, non, si, il y en a plein. Ils ont tous leur petite option au sprint et surtout leur petite option pour la deuxième étape. Donc mine de rien, il y a quand même pas mal d'équipes qui vont être intéressées. Puis je te dis, ce vent risque d'être bloquant parce que tu as peut-être envie de dynamiter les choses, mais il faut que tu te dises que les 87 derniers kilomètres, va falloir que tu te manges du 30-40 km/h vent de face. Donc, bon courage pour essayer de vouloir dynamiter la chose. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'entrain là-dedans. Samuel, toi, t'es dans le sud, mais pas de ce côté-là du sud, donc c'est pas forcément des routes que tu connais. Ah ouais, non, effectivement, les bad boys de Marseille, c'est un peu de chez moi. Ouais, non, c'est pas du tout une zone que je connais. Ça s'arrête vraiment aux gares, quoi. Voilà, ce que je connais, mais ouais, j'avoue que ça me fait pas triper, quoi. On va dire le parcours, mais bon, voilà, ça reste du vélo et puis on va le regarder. Toi, sur le parcours, toi, t'es d'accord avec Thibaut? Tu penses que vraiment l'étape Rennes, c'est la deuxième étape? Ouais, oui, sur le papier, c'est celle-là. Je pense qu'il y a pas de doute, mais après, toujours pareil. Enfin, on a vu ce que ça a donné l'an dernier. Il suffit qu'il y ait un mec qui soit au-dessus de. Enfin, c'est vraiment difficile à prédire parce que par exemple, tu vois, genre la start list, je vois qu'il y a Mohoric. Est-ce que Mohoric en Cannes, est-ce qu'il fait pas la Radia en allant tout remporter? Ouais, j'avoue que j'arrive pas à le cerner ce parcours en fait. J'arrive pas trop à le cerner ces profils de course. C'est compliqué à dire, surtout au vu de la start list, ce qui peut s'y passer. Après, c'est que mon point de vue, mais je trouve que c'est compliqué. Ouais. En fait, l'étape qui pourrait un peu tout chambouler, c'est pas tant l'étape numéro 2 et la première que la troisième, avec énormément de zones dégagées et de zones propices aux bordures. Mais bon, quand tu as un prévisionnel de météo qui t'annonce un vent à 8 km/h le dimanche, ça paraît quand même compliqué de faire un gros tri dans le peloton et d'essayer un coup de Trafalgar. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Ouais.
Donc ok, bah Thibaut, bah moi je vais me ranger de ton côté. Alors tout devrait se jouer sur la deuxième étape, sur l'étape de Manosque. On va aller faire un petit tour du côté de nos amis de Side Limit. Tiens, d'ailleurs au passage, le record de la carte la plus chère de l'histoire de Side Limit est tombé. Ça y est tombé. Jusqu'à présent, le record c'était la carte unique de Derek D qui était parti l'an dernier avant le dernier Tour de France. C'est Benoît qui l'avait eu à $540. Donc là, ça s'est passé sur le marché secondaire. C'est Thomas qui a revendu la carte de Tuntenberg. Il l'a revendu $550. C'est LPD qui lui a acheté. Donc voilà, nouveau record. Tim Tom Tuntenberg de la Lidl Trek, la carte la plus chère de l'histoire de Side Limit. Alors je rassure toutes celles et tous ceux qui veulent rentrer dans le jeu, c'est le prix des cartes uniques. Ça c'est les plus chers. D'ailleurs, c'est même des prix qui vont faire rigoler certains Soraristes, parce que sur Sora, bien évidemment, le moindre arrière droit remplaçant en Corée du Sud, sa carte unique, elle part à beaucoup plus cher que ça. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore beaucoup de potentiel sur Side Limit, bien évidemment, mais voilà, vous pouvez vous faire des galeries avec déjà il y a la Ligue 4 qui est intégralement gratuite, et puis vous pouvez vous faire des petites équipes avec 50, 60, il y a des coureurs à 50 centimes, donc c'est pas le souci. Vous pourrez quand même vous amuser et être performant avec des équipes. Tiens, d'ailleurs, je vous l'annonce, on aura bientôt un manager de Side Limit qui va venir nous voir dans le podcast. On a eu Boris, Petit Juju, on avait eu également Luc alias Side Limetrix. C'est Francesco qui sera le prochain invité du podcast, manager Side Limit. Il est arrivé dans le jeu il y a quelques semaines et il est en train de poutrer tout le monde en Ligue 3. Il met des tôles sur tôles, donc comme quoi on peut assez arriver dans Side Limit et littéralement exploser le game d'entrée. Donc sur Side Limit, ce qu'il faut souvent pour marquer des points, c'est avoir un électron libre, c'est trouver le mec qui va partir en échappée. Sur la Ligue 3 et la Ligue 4, on peut utiliser l'intégralité de la start list. Thibaut, qui vois-tu partir en échappée, en électron libre sur ce Tour de Provence? Van Niekerk, direct. D'accord. Pourquoi Parce que c'est un mec qui aime bien aller de l'avant. C'est le bon profil pour aller chercher des trucs par-ci par-là. Non, je sais pas, j'aime bien Van Niekerk. T'aimes pas Kevin Avouane? Kevin Avouane, c'est tout à fait possible, oui. C'est un baroudeur de luxe. Ah bah oui, complètement. Toi Samuel, la Van Dressel, toi, est-ce que tu vois je parle de Kevin Avouane, qui est à la Van Dressel. Toi, est-ce que tu vois des gars comme ça partir, aller prendre un petit peu l'échappée matinale? Oui, déjà Maximilien Juillard, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut rentrer en ses cordes. Et puis, bien sûr, comment ne pas rendre hommage à un ancien de la Van Dressel, Samuel Leroux, qui, je pense, après avoir son statut du coup chez Total dorénavant, mais quand même c'est un mec qui aimait bien aller de l'avant. Et je me dis que voilà, pour ta reprise dans le sud, terres sur lesquelles il avait brillé, bon pas sur cette course, mais terres sur lesquelles il avait brillé l'an dernier, pourquoi ne pas le voir à l'avant, franchement. Je me dis que ça peut le faire. Totalement. Sinon Guglielmi aussi, j'avoue, je regarde Arca BNB Hotel, mais c'est vrai que Guglielmi, qu'on a vu quelques fois sur le Tour de France en échappé, pourquoi pas tenter justement un petit baroud dans les calanques. Ouais. Ça peut être pas mal. Après avoir les ambitions de Raoul Garcia et de Ewan Kostiou. Et de Ewan Kostiou aussi. Ouais, qui pour moi sont quand même des belles cartes pour aller jouer quelque chose au classement général. Moi ça sera Quentin. Quentin Bézat. Oui. On est bête. Oui. C'est qui nous a fait 2 belles échappées sur le Tour de la Communauté de Valence. Et quand on voit Philippe Wagner-Bazin, la petite publication qu'ils ont sortie aujourd'hui où Quentin a fait un bon Tour de Valence, il est très content de ce qu'il a fait, il préfère il espère prendre de la caisse et enchaîner sur le Tour de Provence. Pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. Du côté de la Wagner-Bazin, on aime bien faire la course en tête. Donc pour moi, s'il y en a un qui est placé pour aller chercher un petit maillot de meilleur grimpeur ou pour montrer le maillot à l'avant, c'est clairement Quentin. Et puis Kevin Avouane, il y a 3 courses. Je pense pas qu'il va rester dans le peloton. On a revu Maël Guégan partir à l'avant, le Maël Guégan 2023 sur Bessèges. Maël Guégan sera pas là. Puis j'aime bien aussi Mathis Julien du CIC Nantes Atlantique, qui est un petit peu spécialiste des échappées pour aller chercher des maillots du grimpeur. Il avait fait l'année dernière sur le Tour de Poitou-Charentes. Donc c'est des noms que j'aime bien. Samuel, t'allais dire un truc? Non, je te disais que effectivement, on avait oublié de citer Quentin Bézat.
Oui, j'ai vu aussi la publication cet après-midi et pour moi, ouais, il va pas dans le sud pour enfiler des perles, c'est certain. Alors il y a un truc qui m'a surpris sur Bessèges, c'est que les Niçois sont pas sortis une seule fois. Alors belle perf quand même d'André Amisud qui va chercher la 8e place sur le mont Bouquet. Il tombe malade, voilà, malheureusement dans la nuit. Je pense qu'il a pris un coup de froid. La start list de Nice n'est pas encore complètement officielle, mais voilà, pas de Girard, pas de Axel Narbonne Zuccarelli dans les échappées. Donc voilà, on est pas à domicile, mais on n'est pas loin non plus de la maison. Donc j'espère voir du Niçois un petit peu à l'avant. On va basculer sur les pronos du classement général. C'est quand même assez compliqué. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu dans le flou sur ce Tour de Provence. Toi, Thibaut, est-ce qu'il y a un nom que tu vois sortir ? Je pense que Samuel l'a nommé. Moi, ce qui m'embête, c'est la doublette Bennett-Godon. Quand tu dis que tu mises sur Godon au général et que sur les sprints, tu vas aller chercher un peu plus un Sam Bennett, alors qu'en face, du côté des IF, un Marine Vandenberg, lui aura la primeur de toutes les étapes, quoi. Donc, pour toi, le choix logique, c'est Vandenberg sur le classement général. Exactement. Toi, Samuel ? Ah oui, pareil. C'est vrai que c'est le nom qui saute, aux yeux en priorité. Je trouve le profil le plus complet pour ce genre de parcours. A priori, je pense que c'est lui. Bon, moi je me demande si ça peut passer pour un Jack Stewart, parce que alors ce qui m'embête un peu, c'est que sur le Tour de la Communauté de Valence, c'est plutôt Riley Sheehan qui a été bon sur l'étape bosselée. Jack Stewart, il fait 2 sur la dernière étape, mais c'est tout plat. Mais on sait aussi que dans son profil, on se rappelle notamment avec la Conti de la Groupama quand il avait fait 2e du Tour du Limousin, l'étape qu'il avait gagnée aussi, je crois que c'était sur le Tour de l'Ain, sa première victoire professionnelle. C'est un mec qui a un très très bon jump. C'est pour moi pur sprinter puncher. Si on a du bon Jack Stewart, le problème c'est l'équipe. Est-ce qu'on va pas jouer plutôt la carte Van Asbrook qui est aussi en phase de reprise? On va avoir Ackermann pour les sprints, donc c'est Pickrell aussi qui peut sprinter, donc l'équipe, Mathis Louvel aussi peut partir sur un coup. Mais j'ai une vraie j'irai pas, mais j'ai une vraie interrogation sur Jack Stewart parce que la forme est plutôt bonne et c'est aussi un parcours qui est dans ses cordes. Honnêtement, quand tu regardes l'équipe, quand tu vois le classement des Israël, est-ce qu'on n'est pas sur une stratégie de renforcement du classement et on va avoir quand même pas mal de coureurs dans le top 10. Ah, toi, tu penses qu'ils sont encore à se demander s'ils vont monter en World Tour en 2026 ? Non, je sais pas, je pose la question. Je pense que pour eux, c'est fait. Ouais, normalement. Ah oui. Évidemment. Oui, largement, mais je sais pas, ça me paraît, je sais pas, j'arrive pas à comprendre le projet en fait. J'ai du mal à comprendre la compo d'équipe aussi. Moi, je t'avoue que je m'attendais pas du tout à avoir cette composition d'équipe. Tu vois, je m'attendais peut-être à avoir un frigo comme l'année dernière. Tu vois, t'es un mec un peu dans ce profil pour accompagner les coups sur la 2e étape et jouer un classement. Alors après, Van Asbrook, c'est quand même un sacré animal. S'il est, mais ouais, et puis Ackermann aussi, peut-être qu'il a bossé son jump pendant l'hiver. On a vu qu'il avait un meilleur jump l'année dernière. Il avait un moins bon sprint, mais un meilleur jump. Alors pareil, c'est ça. Je crois que c'est aussi sa première course de l'année. Donc voilà. Écoutez, moi je vais pas me mouiller sur les pronostics. J'ai pas été voir les cotations. Il y a peut-être un truc qui peut être pas mal. Il y a peut-être un truc. On n'a pas encore les cotations. Il y a peut-être un truc qui peut être pas mal à voir. C'est Mats Pedersen ne gagne pas le classement général. La composition de la Lidl n'est pas encore officielle, mais voilà, on peut imaginer qu'après sa petite gastro, on n'est pas forcément le Mats Pedersen le même que celui qu'on a eu l'année dernière où il était Mathieu Van Der Poelesque, j'ai envie de dire, sur ce tour de la Provence. Les pronos de la première étape ? Allez, Thibaut, tu vois qui toi sur cette première étape ? Là, tu me poses une colle. Parce que là, le vent, va falloir pas déclencher trop tard ni trop tôt. Ça va être quoi, sprint vent de dos ? Vent de face. Vent de face, ouais. Pleine gueule. D'accord. Pour toi, l'intégralité des sprinteurs, en logique, tout le monde est là, quoi. Oui. D'accord.
Ah oui, non, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais J'en ai un petit aussi pour les maillots des grimpeurs. Yael Johannick des Rockets Unibet. Johannick, c'est aussi un coureur qui aime bien ce genre de raid pour aller chercher des petits points. C'est compliqué vraiment de prédire sur ce parcours. Non, mais elle est compliquée cette course. Les profils des étapes, hein. Ouais. Ah ouais, franchement, c'est un vrai casse-tête. Hein. Un sprinter vent de face. En vrai, Pénouette. Bah ouais, petite boulette. Hein. Ouais. 1m73, petite boulette, il se faufile, il se met dans la route Sam Bennett, et puis ça déboule et ça le déborde dans les derniers mètres. Ouais. Ouais, c'est pas bête, ouais, franchement. Oui, il enchaîne. Alors après, Bessèges, il a été au bout. Alors après, il s'est pris, il fait quand même 35e au Montbouquet. Après, est-ce que les coureurs qui sortent de l'étoile de Bessèges vont pas être aussi marqués physiquement, parce que sur l'étoile sur l'étape du Montbouquet, on avait quand même un temps absolument abominable. Mais ouais, moi je le poserais peut-être pas forcément en bête. Faudrait regarder les cotations, mais on les a pas encore, hein, mais moi je vous dis voilà. Non, mais les cotations, honnêtement, sur cette première étape, là, quoique s'ils tiennent compte du profil. Ah, mais moi je pense qu'ils peuvent coter n'importe comment. S'ils tiennent compte du profil et qu'ils tiennent pas compte du vent de face, mais je pense que les sprinters, tu peux avoir un Matej Mohoric qui sort favori, ils peuvent mettre les sprinters au second plan. Hein. Ça pisse pas non plus, mais. Ils peuvent faire n'importe quoi là. Vraiment là. Après, nous on est dans le flou, mais il faut se dire que c'est typiquement le genre d'étape où il y a un coup à prendre. Ah bah très clairement. Ce sprint là dans ces conditions là, ouais. S'il y avait pas eu ces conditions de vent qui est puissant, vent de face. Hein. Et on parle pas d'un petit crachat. Hein. Là, bon, il y aurait eu quand même un peu plus de certitude du côté des gros noms, tu vois. Mais là, c'est des conditions qui sont parfaites pour qu'on ait une petite surprise. Et puis on est en début de saison, de toute façon, dans tous les cas. Donc c'est le moment où il y a des surprises. Donc voilà, je vous le dis, globalement, si je vois un top 3 de Pénouette aux alentours de 3,5, voire un top 10 aux alentours de 1,80, 1,92, pour moi ça sera cadeau. J'irai. Après en dessous, je vais avoir un petit peu plus de mal, mais je pense que ça sera mon prono. Pénouette en top 3. Allez, à partir de 3,25, vous allez me voir mettre un petit truc, genre un petit 0,15 de Béquin, un petit quelque chose, et puis rajouter une mini croquette également pour la victoire. Ça sera mon jeu. Puis si jamais c'est coté en dessous, c'est pas grave, je folderai. On a Agnolowski aussi à la Cofidis qui a fait une jolie deuxième place sur une course en Espagne. Valentin Ferron. J'y pensais, mais plus pour une place que pour la victoire, tu vois. Mais non, c'est vrai que c'est méga ouvert. Ce qui est compliqué aussi, c'est que t'as des équipes où t'as quand même relativement plusieurs cartes, tu vois, possibles. Moi, c'est un peu ce que j'ai peur. J'ai peur que ça parte à 30 ou à 40 d'entrée sur la première étape, que chacun finalement trouve à boire et à manger dans le groupe, et que derrière ça, tu vois, ça chasse pas forcément. Moi, ça pue l'échappée de 3. D'accord. Et je suis plutôt d'accord avec toi, Thibaut. On verra du côté de Manas que après avoir l'évolution des prévisions, parce que là c'est un peu tôt pour dimanche, mais dimanche, honnêtement, quand tu regardes la carte, t'as 3 étapes à regarder. Tu sais que l'étape 2, elle est relativement décisive et qu'il faudra avoir un sacré tonus, mais tu sais que s'il y a du vent, l'étape de dimanche, c'est un bordel sans nom, honnêtement. C'est à partir de même 19 km/h, ça pète de partout. Ouais, donc faudrait qu'il y ait un poil plus de vent, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Un poil beaucoup plus de vent, quoi. Faut sortir les ventilateurs, parce que là, du 8 km/h, c'est très insuffisant pour les bordures. Mais pour tout le reste, c'est des bons gros bouts de ligne droite, proche de mer, proche de marée. Enfin, tu vois, c'est totalement exposé au vent.
Ah ouais, là, tu vas quasiment Camargue, là, ouais, c'est vrai que si ça souffle, il y a moyen de s'amuser et d'avoir un joli spectacle à la télé. Bon, on va bien s'amuser alors. Donc on va rappeler, alors je rappelle encore une fois, jouer avec excès comporte des risques. Faire des pronostics ne veut pas obligatoirement dire faire des paris sportifs. On peut faire du fantasy, on peut s'amuser à jouer de manière totalement gratuite pour chercher à savoir qui sera le vainqueur de la course. Encore une fois, voilà, il y a rien qui ne vous oblige à poser de l'argent, et si vous le faites, faites-le en management de bankroll avec la plus extrême prudence. Jouer, voilà, vous voyez, hein, vraiment, je mets des petites mises sur ma bankroll. Ne vous mentez pas vous-même. Soyez vraiment safe et tenez votre bilan proprement. Donc on va rappeler les pronostics. Donc Thibaut, pour toi, classement général. Pour Marine Vandenberg, fils du vent et de la pluie. La première, y a de la pluie sur les 3 étapes là? Honnêtement, de ce côté-là, j'ai rien vu sur mes radars, donc techniquement plutôt du vent. Bon, les coureurs devraient être épargnés, mais plutôt du vent sur les 2 premières. Bon, la deuxième, ça n'a que peu d'influence sur celle de Manosque, puisque c'est relativement assez couvert, et la première, c'est un vent qui est puissant, quoi. D'accord. Et donc pour la première étape, Paul Pénouet, soyons patriotes. Parfait. Samuel? Classement général, Marine Vandenberg aussi, et première étape. Et voilà, j'hésite. Ouais, j'avoue que tout le raisonnement de Pénouet est vraiment pas bête. Mais pourquoi pas aller Dorian Godon du coup. D'accord. Ok. On part sur. Pourquoi pas. On part sur. Effectivement, s'il joue le classement général, va falloir qu'il aille chercher des bonifs et oui. Va falloir qu'il joue sa chance dès la première étape. Et donc, moi, le classement général. Alors, je vous le dis aussi. Voilà, je reviens un petit peu en matière de betting. Fait un petit débrief avec Benoît. Les pronos des tour d'une semaine, voilà, classement général, donc PLT tour d'une semaine. Je me trouve complètement là-dessus. C'est un véritable gouffre. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que je vais arrêter. N'hésitez pas, je vous ferai un petit épisode d'ailleurs, un de ces 4 pour comment faire son analyse de bilan, regarder sur les parties sur lesquelles on est fort, les parties sur lesquelles on est moins fort. Donc ça c'est quelque chose que je vais folder la plupart du temps sur ces courses, ces courses d'une semaine ou un petit peu moins. Comme là c'est une course de 3 jours. Donc voilà, moi ça sera le top 3 de Paul Pénouet, et ça sera un bet si on a une cote top 3 aux alentours de 3,25. Pas en dessous. En tout cas, pour un sprint, on peut se dire que le prono de Samuel sur la première étape est osé, mais je t'invite à aller du côté du site d'AG2R où on dit que Sam Bennett sera l'option pour la 3e étape et que Godon a carte blanche sur les 2 premières. Mais ça peut être aussi un bon truc pour prendre un heads-up, pour prendre un match-up. Ça peut Exactement. Et puis ça peut être du coup pour les bookmakers du pas vu. Donc oui. C'est une info qui va leur filer sous la main. Possible. Parce que s'ils se disent que Godon peut être le poisson pilote de Bennett, ou peut être dans le train de Bennett, ils peuvent le confronter en match-up à un mec qui sera dans un autre train. Et donc forcément, ça peut, sur l'étape 1 et sur l'étape 2 peut-être pas, mais sur l'étape 1, effectivement, ça peut être une option sympathique. Merci. Il en est capable. On l'a vu en Romandie l'an dernier. Je veux dire, il faisait poisson pilote pour Vendramé, je crois, si je dis pas de bêtises. Et finalement, il a juste défoncé ses pédales et. Après, au vu des conditions, il y a quand même pas mal de sprinters qui seront dans le jeu. Bennett devrait être là, donc est-ce que on va pas non plus dire à Godon, tu l'emmènes et puis tu continues quand même un peu pour avoir quand même des places d'avance par rapport à certains, peut-être. C'est possible. Écoutez, je pense qu'on s'est fait un beau petit coup tordu, les amis, là. Bah oui. C'est sympa. Coup tordu, et puis on s'est surtout tordu les méninges. Ouais. Non, mais moi c'est ce que j'aime bien.
C'est ce que j'aime bien, c'est quand on pose le truc comme ça, qu'on n'a pas vu les cotations, qu'on se pose, qu'on discute, qu'on échange, qu'on cherche à réfléchir à un scénario, quand on a finalement la réflexion en direct pendant qu'on fait le podcast et qu'on pose un petit peu les arguments, et voilà. Et encore une fois, ne suivez pas automatiquement ce qu'on vous dit. Voilà, on n'est pas là pour vous dire allez sur ci, allez sur ça, même sur les jeux de fantasy où tout est gratuit, mais il y a quand même des petits trucs à gagner. Mais pour vous aider à vous faire vous-même votre propre réflexion. Dans les réflexions qu'on a eues, il y a probablement des choses, des coureurs sur lesquels on n'a pas mis le doigt, et vous, actuellement, dans votre voiture ou dans votre lit, en train d'écouter le coup tordu, vous êtes en train de vous dire, mais ils sont cons, parce que ce qu'ils sont en train d'expliquer, ça correspond totalement à tel coureur. Donc voilà, si vous pensez à ça, moi Thibaut, à l'époque où on se connaissait pas et que tu faisais les Twitch avec Gilou, tu m'as fait passer un nombre de paris mais incalculable de cette manière. C'est-à-dire, tu décrivais un profil d'un gagnant, sauf que tu donnais pas le mec. Je dis, mais là, il est en train de me parler de tel mec, en fait. Tu vois, donc moi, je te remercie d'ailleurs. La meilleure que tu m'as, on se parlait pas à l'époque, hein, la meilleure, c'était sur le Giro 2021, celui qui est gagné par Bernal. Donc je t'écoutais pendant des mois, et t'arrives sur une étape où tu dis, bah voilà, moi je vois la doublette colombienne avec Bernal et Dan Felipe Martinez. Tu les voyais tous les deux top 3, et puis moi à l'époque je lançais le coup tordu, les réseaux et tout. Et puis je regarde, je fais, ah ouais, c'est pas con, tu vois. C'est pas con, puis je regarde un peu le parcours, je dis, c'est pas con, mais en fait ça colle mieux à l'étape suivante, en fait, tu vois. Et donc j'ai gardé ton idée et je l'ai ressorti sur l'étape suivante, tu vois, l'étape d'après, parce que je trouvais que ça collait mieux à l'étape d'après. Et ils ont fait 2e et 3e. Merci Thibaut. Merci. Ouais. Ah non, je croyais, Thibaut, que tu avais carrément prédit la victoire de Joe Dombrowski à l'époque. Et j'allais te dire, là, franchement, je te crée une statue, franchement. Non, mais j'étais pas passé loin d'en passer une autre belle. Dombrowski, sur l'étape du Giro, là où il pleuvait dans tous les sens, tu l'avais vu celui-là? Non. Et qu'est-ce que t'avais fait? Non, j'ai malheureusement été assassiné du côté. Est-ce que j'ai envie de remuer ce couteau qui est encore béant dans ma poitrine sur l'étape de Campo Felice? C'était c'est Geoffrey Bouchard. Ah non, c'est pire. Ah, c'est pire que ça. Je crois que j'avais Bouchard podium, mais j'avais surtout qu'une Bowman podium et vainqueur. Et ça restera un coup de poignard à vie. Mais il fait combien, Quinn? Mais il se fait rattraper. Ah ouais. Il se fait rattraper. Ah, mais du coup, il était avec Bouchard, du coup. Ben oui, il était avec Bouchard et il figure dans lui. Bon, pour moi, ta plus grande 10 masterclass, Thibaut, ça reste quand même Sobrero sur le contre-la-montre du Tour d'Italie. Ah, non, mais c'est pas une disaster class. Non, mais non, mais tu l'avais bien vu, hein, mais c'était quoi, ouais, la cote à 100, là, où il fait 4e en étant gêné par la voiture. Oui, c'est ça. À une seconde. C'est le chrono, c'est le chrono de clôture où il se fait gêner, alors que, oui, il avait son podium à 100, quoi. Ouais. Voilà. Dans le dernier virage. Oui, bah, ça arrive. Hein. Non, il y a eu pire cette année. C'était le jour de la chute de Cavagna, ça aussi. Il y en a un paquet qui ont dû se tirer les cheveux. Ah oui. Ouais. Oui, exact. Ouais. Cavagna qui avait fait un tout droit, dans le dernier. Ouais, non. C'est pas ta pire celle-ci, Thibaut. Pour moi, bah non. La cote à 100 gênée par une bagnole à une seconde. Non, cette année il y a pire. L'échappée de Valgren qui va au bout, où je prends juste Valgren vainqueur à 1000. Il fait 2e derrière Ben-Tom. Sur le Giro. Bah oui. Mais ouais, mais faut te couvrir, Thibaut. Prends, voilà, là ça va être ta résolution. Voilà, on est le 12 février au moment où on enregistre, ça va être ta résolution 2025. Couvre-toi, vainqueur, mais top 3. Tu vois Ouais. Et pourtant, c'est une expression que j'aime bien dire au poker à des mecs qui se tapent un all-in en face et qui risquent de bust. Au moins, si tu bustes et que tu te fais baiser, tu sors couvert, quoi. Bah voilà. Non mais oui.
Non, mais ouais, enfin voilà, petite couverture, toujours une petite, Non, voilà. non, mais là c'était vraiment, c'était un scénario sprint privilégié. Et, bon, l'option échappée, elle était minime, donc pour moi c'était la gagne ou rien. Ouais. Oui. Bon, Mais c'était bien vu. La 1000 à 2, qui fait 2. Ouais. Bon, vous avez compris, hein, amis du coup tordu, quand Thibaut donne quelque chose, couvrez-vous. Voilà, couvrez-vous. Toujours. De toute façon, dis-toi que si je prends un foutu vainqueur, prends le podium. T'es sûr, il finira dans les 3. Et si je prends un podium, Prends le top 10. ne le prends pas parce qu'il finira 4e. Ah, maintenant, on a les top 10. Hein. Oui. On a les top Ouais. 10. Bon. Et puis c'est appréciable. Merci infiniment Samuel. Donc je rappelle le Ratagaz, n'hésitez pas à aller vous abonner, le Ratagaz, la chaîne YouTube, le compte Instagram. T'es présent sur d'autres réseaux sociaux d'ailleurs Samuel? TikTok, d'accord. c'est tout, parce que voilà, Oui, ça va de pair. Je peux faire le même contenu, donc du coup c'est vrai que voilà. D'accord, le Ratagaz sur TikTok, sur Instagram. Et bientôt et petite question, et bientôt des interviews sur Twitch. J'ai du mal avec le principe du live. C'est pas que j'ai du mal, mais j'ai du mal à moi l'organiser pour moi-même, on va dire. Voilà. Donc les interviews sur Twitch, peut-être dans un second temps si j'ai la foi d'investir sur un setup, mais c'est pas au programme. Déjà, on va mettre les interviews et la zone mixte sur les podcasts. C'est la prochaine étape. On verra après pour potentiellement faire un peu de live. Et est-ce que voilà, tiens, c'est la question que j'allais te poser tout à l'heure, j'avais zappé. Est-ce que le rêve ultime, un petit peu comme nous dans le coup tordu, hein, ça serait pas d'avoir un studio, un petit endroit chez toi, voilà, filmé où bien sûr. Tu fais venir les coureurs quoi, vidéocast, podcast. Bien sûr, c'est l'objectif, soit me déplacer, soit avoir un endroit où je peux recevoir et qui soit, on va dire, visuellement agréable à regarder. C'est vraiment l'objectif, quoi. Voilà, là, quand on roule libre, hein, encore une fois, voilà, on y revient, mais voilà, c'est ça, ce serait vraiment là, ce serait le kiff ultime. Il fait ça chez lui? Non, il fait pas ça chez lui quand même. Non, il fait pas ça chez lui. Non, il est chez Webedia, je pense. Mais voilà, il a son studio à lui. Voilà, donc c'est l'objectif, tu vois. Voilà, enfin, que ce soit en studio, chez moi ou dans un petit appart, un truc. Voilà. Mais après, il y a toute une équipe derrière. Hein, mais après, je pense que de toute façon, si tu veux faire du live comme lui le fait ou comme même le Club des 5 le font avec Walida Cherchour, il te faut forcément au moins une personne derrière la caméra. Donc voilà, c'est pour ça que on va avancer tranquillement à notre rythme et puis adviendra que pourra. Ouais, c'est vrai qu'envoyer du son, ça ne demande pas trop de moyens, mais c'est vrai que dès qu'on commence à rentrer dans les sphères de vidéo, de trucs là, ça demande beaucoup plus de moyens. T'allais dire un truc, Thibaut? Non, pas du tout. D'accord. Bon écoute. Le Ratagaz, Samuel, allez vous abonner. Je compte sur vous, Samuel. J'espère qu'on te retrouvera très très bientôt dans le coup tordu. C'était très sympa. C'était vraiment sympa, franchement, merci à vous. On a passé un super moment, je me suis régalé. Merci beaucoup. Et puis Thibaut, un grand merci, Thibaut Chambre sur Twitter. On te retrouve. Et puis je rappelle également les previews de Phoenix alias Enzo sur son site Analyse Phoenix. Thibaut, UAE Tour, on se retrouve? Ouais, on se retrouvera et en attendant, j'en profiterai pour sucer la roue du Ratagaz sur les réseaux. On va sucer de la roue alors. Allez, on se retrouve pour le prochain épisode. Ça sera la grande preview de l'UAE Tour 2025 et puis le coup tordu. On est présent sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram. On est sur Threads, on est sur Blue Sky, même si on n'est pas très. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire une grande preview pour l'UAE Tour? Moi je trouve... va bien falloir parler du second, non, quand même. Ouais, puis je trouve quand même que moi ce qui les sprints, c'est vraiment une course qui est intéressante pour les sprints. Mon Dieu, oui, les sprints, le plateau est waouh. Ouais. Pour ça c'est non, vous allez vous régaler là. Moi j'attends la cote classement général de Tadej. Est-ce qu'elle sera au-dessus de 1,10 ou pas? C'est Liverpool contre Maribor, je pense, non, tu penses pas? Ça va être le même genre ça va être la même chose. Pour moi, à partir de 1,15, c'est value. 1,15, je prendrais pas forcément parce que voilà, t'es obligé de mettre
T'es obligé de mettre d'une grosse blinde de ta bankroll et tu peux ruiner ton année si le mec tombe ou voilà. Mais alors, je suis vraiment curieux. Je sais pas s'il y a eu un mec aussi favori avant le début d'une course à étapes dans toute l'histoire. Je sais pas si c'est arrivé, quoi. Moi, je m'attends à voir du 1-0-3 ou un truc comme ça. Parce qu'en plus, oui, ce serait logique. Ils ont rajouté il y a double ascension de Jebel Al-Feth, hein, c'est ça, Thibaut? Thibaut. Ah, il a disparu. Bon, bah, il est parti préparer la preview de l'UAE Tour. Bon, merci encore, Samuel, et puis à très vite pour un nouveau podcast. Ciao, les amis. Eh ben, merci beaucoup.